Une maison qui part en fumée dans l'espoir de faire disparaître ces terribles preuves. On ne sait pas ce qui s'est passé. C'est au travers de l'un de ses résidents qu'on va en apprendre davantage. Car cet individu qui a disparu n'a pas seulement emporté avec lui les mystères de sa maison. Il a suivi un parcours terrible le soir de l'incendie. Un parcours que la police ne va pas tarder à remonter. Eh bien, salam à toi mon ami, j'espère que tu vas bien et que ta famille se porte bien. Aujourd'hui, nous allons parler du cas Osman Kali. Un homme au parcours criminel, ou plutôt dois-je dire un monstre qui a déchaîné sa colère sur de pauvres innocents. Cet individu va commettre des choses qui vont vous révolter. Vous allez voir, c'est hyper triste. Mais avant de commencer, pour toutes celles et ceux qui ont Instagram, n'hésitez pas à me suivre sur mon compte Mogota Sama. Je vous vois beaucoup dans les commentaires en train de m'écrire des petits trucs là, Mogo, ton bonnet, crâne chauve. Oh, si vous voulez avoir une réponse, suivez-moi sur Instagram. Je vous attends là-bas. En plus, vous allez pouvoir suivre mes petites aventures et toute la bouffe que je partage. Sur ce, je vous attends nombreux mes fourbes. Bref, maintenant il est temps de rentrer dans le vif du sujet, parce qu'aujourd'hui, pas de place pour la rigolade. On va parler d'un sujet qui me tient à cœur et qui m'a particulièrement touché. Et je pense qu'après cette vidéo, vous serez aussi en colère. Sans plus attendre, éteignez votre lumière, installez-vous bien et laissez-vous emporter par ma voix. Notre histoire se situe en Belgique, dans la ville de Gand, dans la partie ouest du pays. Gand est une ville néerlandophone se trouvant en Flandre. Autrefois capitale de l'ancien comté de Flandre, la ville a un passé historique et culturel très riche. C'est la deuxième ville européenne la plus peuplée entre le XIe et le XIIIe siècle. Elle tient également une place importante dans l'industrie drapière. L'empereur Charles Quint y a d'ailleurs vu le jour en 1500. Mais la ville n'a pas fait que prospérer. Elle s'est également retrouvée au milieu de terribles guerres et conflits. Gand se retrouve également sous la possession du Royaume-Uni des Pays-Bas en 1815. Ce n'est que 15 ans plus tard, suite à la Révolution belge, que Gand redeviendra belge. Mais on n'est pas ici pour parler de l'histoire de la ville, malheureusement. Nous sommes ici pour parler d'une affaire assez sombre qui s'est passée dans cette ville. Après cette petite parenthèse historique, focus sur notre histoire. La nuit du 11 au 12 novembre 2004, des flammes s'élèvent d'une maison de Saint-Amandsberg. Il s'agit de celle de la famille Kali, Osman et sa femme Teslim. Une maison qui brûle, que ce soit de jour ou de nuit, ça ne passe pas inaperçu. Le voisinage prévient alors les pompiers directement. Quelque temps après, le feu sera maîtrisé. Les soldats du feu ont entre-temps appris que le couple ne vivait pas seul ces derniers temps. Plusieurs enfants composent la famille. Parmi les décombres, 2 corps de femmes sont découverts. Cependant, elles ne sont pas mortes des suites de l'incendie. Elles sont tous les deux attachées à des chaises, recouvertes d'une couette présentant un départ de feu. Elles ont des blessures assez équivoques et les autorités sont prévenues. L'identification des corps révèle qu'il s'agit de Teslim Kali, 25 ans, et de sa sœur Hadjer, 19 ans. Comme je le disais, les 2 femmes n'ont pas été tuées par l'incendie, mais elles sont mortes par arme à feu. Et plus terrible encore, Hadjer était enceinte au moment de son décès. Le mari de la résidente des lieux, Osman, a disparu. Les enfants n'étaient pas présents à la maison à ce moment-là. Il est nécessaire de retrouver Osman au plus vite. Ici, 2 hypothèses sont possibles. Soit il est en danger, soit il a commis l'irréparable. On va d'ailleurs présenter brièvement notre protagoniste. Osman Kali est né en Turquie en 1969. Nous ne connaissons rien sur son enfance et son adolescence en Turquie. Il est issu d'une fratrie de plusieurs frères et sœurs, dont Zeki. Nous ne savons pas également à quelle date il est venu vivre en Belgique. Tout ce qu'on sait de lui, ce sont ses déboires liés à ses relations amoureuses. Quand j'y pense, je crois que c'est la première fois que j'ai aussi peu d'informations sur une personne. Je n'ai trouvé aucun détail sur sa famille, sur ses études ou s'il a travaillé quelque part dans sa vie. Osman fait la connaissance de celle qui deviendra sa première épouse un soir en 1991. Elle se nomme Sonja Waters et elle a 15 ans. Osman, lui, en a 22 ans. La relation débute très vite entre les 2 individus. Au bout d'une semaine, Osman et Sonja se retrouvent à vivre seuls sous le même toit. Le mariage intervient au bout de 6 mois seulement. Bon, ici je vous le rappelle, mais ce genre d'homme qui vise des mineurs, ça me dégoûte, tout simplement. Parce que la plupart du temps, ce sont des gens qui les choisissent pour les manipuler dès qu'elles sortent de l'adolescence. Enfin bref, j'attends vos avis concernant la question de l'âge sous les commentaires. Ici, ils vont se marier rapidement, mais on est très loin de la relation idyllique.
Osman se montre jaloux à l'égard de sa jeune épouse. Cet excès le pousse à commettre des actes irréparables. Il use de violence, frappant Sonja à plusieurs reprises. Donc comme je le disais, en plus de la prendre très jeune et de la manipuler, il va faire acte de violence. C'est pas pour rien que je vous dis que ça me dégoûte, ce genre de situation. Quand tu vois ça, ça donne juste envie de vomir. Autant de violence sur de pauvres personnes qui n'ont rien demandé. Comme je le disais, il use de violence en frappant Sonja à plusieurs reprises. L'union du couple finit par se détériorer sérieusement. Un an après le début du mariage, Osman et Sonja divorcent. La jalousie et les violences conjugales sont mentionnées dans les papiers du divorce. Par la suite, Osman fait la connaissance d'une nouvelle jeune fille, Wendy Bledman. J'ai pu lire qu'elle était mineure comme Sonja. Le schéma semble donc se répéter. Wendy a 8 ans de moins qu'Osman lors de leur rencontre. Cette relation entraîne des désaccords entre la jeune fille et ses parents. Ils refusent de voir leur fille quitter la maison. Mais la jeune fille n'écoute pas et emménage chez son nouveau conjoint. Wendy ne se rend pas tout de suite compte dans quelle situation elle s'est fourrée. Elle était dans un sacré bourbier, mais elle ne le savait pas encore. Osman souhaite que la jeune fille épouse son frère Zeki. Ce dernier pourrait alors rentrer légalement en Belgique. Malgré l'union avec Zeki, Osman conserve son ascendant sur Wendy. La jeune fille tombe enceinte d'Osman et accouche d'un petit garçon. Suite à ça, Wendy est complètement délaissée, à la fois par son conjoint et son faux mari. Alors qu'elle souhaite quitter sa situation, Osman revient à la charge. Il ne souhaite pas laisser son fils derrière lui et souhaite le garder auprès de lui. Il frappe sa conjointe et lui met une pression psychologique. La police se retrouve mêlée à cette histoire. Osman est arrêté plusieurs fois sans que cela n'entraîne davantage que des mentions sur son casier judiciaire. Osman ne fait pas pour autant profil bas suite à ses interventions policières. Le fils de Wendy et Osman a malheureusement assisté à de terribles scènes à la maison. Même si sa mère et lui ont fini par quitter le foyer d'Osman, il conserve des séquelles. L'enfant a un retard de langage et des troubles du comportement. Ici, j'ai envie de dire pauvre enfant. T'imagines toi vivre ça, sérieux? C'est pour ça que sur cette chaîne, je lutte contre ce genre de choses. C'est pour ça que je fais des vidéos sur ce genre de sujet. Pour faire la prévention de toutes ces choses horribles et que tout ça cesse. Le pauvre enfant a vécu des événements qu'il n'aurait jamais dû vivre, mesquin. Le 31 juillet 1996, Osman se marie pour la deuxième fois. L'heureux élu n'est autre que sa nièce, Zeliha Sisman. La mariée a tout juste 17 ans. Et nous ne sommes pas sur un mariage d'amour ici. Purement sur une union arrangée entre les deux familles. La cérémonie a lieu en Turquie et les célébrations commencent. Cependant, seuls les proches d'Osman connaissent le passé de l'homme. Il avait déjà connu un mariage ainsi que des déboires judiciaires. Il est certain que la famille de Zeliha ne devait rien savoir, sous peine de voir le projet de mariage annulé. Une petite fille va naître de ce mariage, mais une fois de plus, la relation ne dure pas. Après 3 années, la séparation est inévitable. Zeliha va le dire d'elle-même. Osman est peut-être un bon père, mais il ne deviendra jamais un homme bien. Et pour cause, Osman rencontre de nouveaux soucis avec la justice. D'après ce que j'ai compris, Zeliha a demandé un dispositif de défense. Je ne sais pas si les téléphones grave danger existaient à l'époque, mais je dirais que c'est un dispositif qui y ressemblait. La jeune femme fait appel à la police tous les jours. En parallèle, elle se rend chez le médecin pour obtenir des certificats médicaux. Et je ne sais pas si c'est pour elle ou sa fille, et j'ai peur de le savoir. Et les autorités ont beau l'interpeller, le rappeler à l'ordre, mais rien n'y fait. La famille d'Osman est toujours en soutien derrière lui. Pour Osman, son comportement a changé à cause de ses partenaires et de défenseurs incompétents. Le divorce entre Osman et Zeliha est finalement acté. La rencontre avec celle qui deviendra la 3e épouse d'Osman ne tarde pas. Teslim Kirman a à peine 18 ans quand elle tombe sur Osman Kali pour la première fois en Turquie. Des discussions se mettent en place entre les deux familles. Elle compte organiser un mariage. Teslim est loin de tout connaître au sujet de l'homme qu'elle va épouser. On lui cache qu'Osman a déjà été marié et qu'il a 2 enfants. Ce n'est qu'après le mariage et à son arrivée en Belgique que la vérité lui tombe dessus. Teslim se retrouve dans un pays qu'elle ne connaît pas, à s'occuper de 2 enfants en bas âge. La jeune mariée n'a pas d'autre choix que de se mettre en relation avec les 2 ex d'Osman. Osman n'avait pas la garde exclusive de ses 2 enfants. Il devait cependant avoir des jours de garde. Teslim est prise au piège dans le foyer familial. Elle n'a pas droit de sortir et se retrouve reléguée aux tâches domestiques. Elle subit également des actes violents. Son mari, quant à lui, a tous les droits. Osman n'a aucune gêne d'aller voir d'autres femmes. Teslim le sait, mais elle doit subir cette humiliation supplémentaire. Elle tombe enceinte dans les premiers temps du mariage et elle espère que la situation s'arrangera.
Mais malheureusement, ça ne changera pas. Elle était tombée sur un véritable monstre. Une pourriture qu'elle ne méritait absolument pas. Le bébé vient au monde, mais ça ne fait aucune différence. Les mois passent, mais la jeune femme n'en peut plus. Elle décide de quitter la maison avec son bébé de 6 mois et trouve un refuge dans un foyer pour femmes en 2001. Teslim revient malgré tout à la maison, sans que l'on sache comment. Les violences s'aggravent et ne sont même plus dissimulées avec les années. Durant l'été 2004, le couple s'envole en Turquie pour assister à des événements familiaux. Suite à une dispute, Osman attrape son épouse par les cheveux et la traîne sur plusieurs mètres. Teslim est sévèrement battue sous les yeux des proches d'Osman. La jeune femme sait que c'est l'acte de trop. Elle signale immédiatement les faits aux autorités turques. Comme elle ne réside plus dans le pays, elle doit enclencher le processus en Belgique. Teslim se met en relation avec des professionnels compétents aussitôt rentrés. Elle compte divorcer à son tour d'Osman. Mais Teslim connaît un sort funeste dans les semaines qui suivent. Maintenant, revenons au présent. Les autorités n'ont pas besoin de chercher Osman Kali bien longtemps. L'homme se rend de lui-même dans un commissariat. Il révèle qu'il est à l'origine du double meurtre de sa femme et sa sœur. Selon ses termes, il a restauré l'honneur de la famille. Il est directement mis en état d'arrestation. Ce n'est qu'après son arrestation que la police découvre ce qu'il a fait. Osman n'a pas commis que 2 crimes cette nuit-là. Au sein de sa maison, l'horreur a commencé le matin du 11 novembre. Il attache sa femme ainsi que sa sœur sur 2 chaises dans la cave. L'homme a une pensée qui ne le quitte pas. Il pense que Teslim le trompe. Il comptait bien tirer les choses au clair. Osman se montre particulièrement brutal à l'encontre des 2 femmes qu'il a enfermées. Il ne les nourrit qu'une fois dans la journée et les frappe plusieurs fois. Osman veut connaître la vérité. Les 2 femmes vivent un véritable calvaire pendant toute une journée. Le 11 novembre au petit matin, Teslim craque. Un homme est effectivement venu à la maison alors qu'Osman était absent. Ce dernier est fou de rage. Pour lui, c'est comme reconnaître son infidélité. Suite au meurtre de Teslim et Hadjer, l'homme dissimule les corps sous des couvertures. Il trouve un liquide inflammable et asperge les tissus recouvrant ses victimes. Il répand le liquide un peu partout dans la maison avant de mettre le feu. Osman quitte les lieux avant que les flammes prennent de l'ampleur. Après avoir quitté son domicile, l'homme prend la route de Newark-Erken. C'est une petite localité à une vingtaine de minutes de route de Gand. Il compte rendre visite à son ex-femme Wendy. Cette dernière vit avec son fils et son compagnon Henry. Osman s'introduit dans la maison. Il assure qu'à partir de ce moment-là, il est dans une sorte d'état second. Il s'attaque au départ à Marie-Louise, la mère de Wendy qui était présente sur les lieux. Wendy et Henry sont attaqués dans la chambre du fils de cette dernière et d'Osman. La femme subit un violent coup à sa tête, entraînant sa mort. Son compagnon prend une balle en pleine poitrine et est laissé pour mort. Henry va survivre malgré sa blessure. Osman ne s'éternise pas sur les lieux de ses nouveaux crimes, mais sa fuite ne se déroule pas comme prévu. Son véhicule rencontre une panne et il est obligé de s'arrêter. Il piège un automobiliste qui passe dans le secteur. La personne sous la menace d'une arme conduit le criminel à Gand. Osman n'en a pas encore terminé avec son funeste projet. Il est déposé dans le secteur de Gasmeterlan à Gand. Son nouvel arrêt est la maison d'un certain Herbey. Ce dernier est soupçonné d'avoir entretenu une relation avec sa femme Teslim. Le criminel s'introduit dans la maison de sa nouvelle cible. Osman tire directement sur Herbey. L'homme est sévèrement touché à la tête. Herbey va survivre, mais il sera paralysé. La procédure judiciaire dure 4 ans avant l'établissement d'un procès. Le procès permet de découvrir des détails intéressants sur l'accusé. Son casier judiciaire comprend de nombreuses mentions de violences conjugales. L'homme a également passé 18 mois en prison suite à l'enlèvement de son fils à son ex-femme Wendy. Un témoignage est attendu lors de la procédure, celui d'Henry. L'homme est le seul survivant de l'attaque Newark-Erken. Il raconte comment en quelques instants sa vie a basculé. Henry est profondément traumatisé par les événements. Il a l'impression que tout était calculé. L'accusé assure que tout ce que décrit sa victime n'est pas tout à fait vrai. Il avait plus ciblé Henry que Wendy et sa mère. L'homme revient sur le fait que ces actes ont été effectués dans un état confus. Osman estimait qu'Henry était responsable de son incarcération. Pour l'accusé, sa relation avec ses enfants a fortement été affectée à cause de lui. Henry se moquait de lui et il ne le supportait pas. D'après Osman, Henry était responsable de la plupart des soucis qu'il rencontrait dernièrement. En 2008, Osman Kali est condamné à la prison à vie pour meurtre délibéré, tentative de meurtre, atteinte à la sécurité publique et pillage aggravé. La brutalité des crimes et le comportement dangereux de l'accusé ont joué en sa défaveur. Le président de la cour d'assises Cohen-Defort est clair au sujet des actes commis par Osman Kali. Vous avez ruiné la vie de nombreuses personnes.
Ces 2 victimes survivantes étaient absentes lors de l'énoncé du verdict. La partie civile souhaitait 10 ans de mise à disposition du tribunal. Cette requête n'a pas été accordée. Après des recherches, j'ai vu que ça pouvait être prononcé afin de protéger la société d'individus ayant commis de graves crimes. On peut demander entre 5 et 15 ans. Là, nous sommes face à un tueur de masse, donc une situation qui n'est pas anodine. Et je comprends pas pourquoi cette demande a été rejetée. L'homme ne va effectuer que quelques années de prison en Belgique. Il souhaite effectuer sa peine en Turquie et fait une demande en 2010. La demande est acceptée et l'extradition intervient le 28 juin 2013. L'homme fait alors l'objet d'un nouveau procès. Osman est à nouveau condamné à la prison à perpétuité par le tribunal d'Ankara. De retour dans son pays, l'homme se présente comme un prisonnier modèle. En 2016, l'avocat d'Osman peut lancer une procédure de demi-liberté. Ce nouveau régime dure 3 ans. Comme sa conduite est toujours irréprochable, Osman peut aspirer à davantage. L'homme est placé sous le régime de la libération conditionnelle le 10 novembre 2020. L'homme a une 50aine d'années. Osman a désormais un emploi et il est libre. Le fait qu'il ait un travail, c'était une condition nécessaire à sa remise en liberté. L'homme refait d'ailleurs sa vie. Et oui, vous avez bien entendu, il est en liberté et il refait sa vie tranquillement, comme si de rien n'était. Il fait la connaissance d'une nouvelle femme et il s'apprête à devenir père. La justice belge n'est pas informée de la liberté du prisonnier. En effet, l'extradition d'Osman Kali a entraîné sa suppression des registres nationaux. La justice belge lance une requête à l'ambassade de Turquie afin d'en savoir un peu plus sur le dossier. L'avocat de l'ex-détenu, maître Ergun Top, est étonné de ces informations. Il indique que la justice belge avait la possibilité de se renseigner sur le parcours d'Osman Kali après son extradition. En tant que pays ayant précédemment condamné l'individu, il avait la possibilité de demander des comptes. La Belgique n'avait cependant aucune influence sur la Turquie sur la suite à donner à l'affaire. L'avocat assure que les règles ont été respectées, que son client a purgé une partie de sa peine de prison. S'il est aujourd'hui libre, c'est suite à des procédures légales. Le bureau du procureur d'Ankara dira lui-même qu'il a purgé une bonne partie de sa peine. Osman est d'ailleurs interrogé par une chaîne d'information en Turquie, VTM News. Il a l'occasion de prendre la parole pour la première fois depuis qu'il a retrouvé la liberté. Je profite du soleil, de la mer et de la plage. J'ai purgé ma peine. J'ai commencé une nouvelle vie ici, en Turquie. Le survivant des actes terribles du tueur, Henri, est profondément choqué de cette nouvelle. Et tu m'étonnes, ça n'a aucun sens qu'il soit en liberté. Je vous rappelle qu'il a tué plusieurs personnes et il est là en train de se la couler douce. C'est juste pas normal. L'avocat d'Henri, Christophe Haïs, assure que son client n'en avait pas connaissance. Osman Kali a toujours dit que sa mission n'était pas encore accomplie. Et s'il retournait en Belgique aujourd'hui? Henri est désormais terrifié à l'idée de revoir l'homme en Belgique. Il a tenté de l'assassiner et il pourrait vouloir terminer son œuvre. La victime n'était pas non plus au courant que le prisonnier avait été extradé vers la Turquie en 2013. Mon client n'a pas été officiellement informé de ça, mais il y avait des rumeurs à l'époque et il a appris qu'il n'était plus en prison en Belgique. Je viens de l'entendre et la nouvelle que Kali est maintenant un homme libre est difficile à supporter. Cette personne a attaqué et massacré 4 femmes en les approchant avec un sens de l'honneur. Osman a aussi fait traverser à leurs proches des peines indicibles. Une telle personne mérite de rester en prison. J'aurais aimé terminer sur une note positive, mais c'est pas du tout le cas. Cet homme est en liberté et ça me paraît juste inimaginable. Quand je vois ça, je suis juste écœuré. Je me dis que la justice ne fait pas du tout son travail. En tout cas, j'espère que les enfants qui sont nés de l'union d'Osman vont bien. Parce qu'on a tendance à les oublier, mais j'espère qu'ils vont bien, sincèrement. Après avoir vécu tout ça, je ne sais même pas comment ils font aujourd'hui. Ça doit être très dur à vivre, avoir perdu sa mère et avoir un père qui est un meurtrier. Les victimes survivantes et leurs proches ne se sont jamais exprimés dans la presse au sujet de l'affaire. La Belgique a été profondément choquée par les actes d'Osman Kali. L'homme n'a jamais exprimé de remords à l'égard de ses victimes. On se retrouve pour la conclusion de cette affaire avant de passer à l'histoire bonus. Et comment vous dire que cette histoire, je la trouve choquante. Et je me répète, mais être en liberté après avoir commis toutes ces horreurs, c'est juste pas normal. Ce monstre est en train de refaire sa vie alors qu'il a massacré plusieurs personnes juste avant. Sincèrement, dites-moi si vous trouvez ça normal qu'il soit en liberté. Est-ce que vous faites partie de ceux qui croient en la seconde chance? J'attends les petits débats dans les commentaires. Osman Kali était un homme qui dissimulait assez peu sa véritable personnalité. Individu violent, abusif, manipulateur, l'homme semble cumuler les pires défauts. Il a exprimé son ascendant avec toutes les femmes avec qui il a eu des relations.
Quand Osman s'approchait d'une femme, il n'était pas question d'amour, mais de pouvoir. L'homme a connu plusieurs unions au cours de sa vie, chacune d'entre elles avec des jeunes filles mineures. Ces jeunes filles manipulées par de belles paroles n'ont compris que plus tard ce qui était en train de se passer. Elles ont vécu des abus, des violences dans ce qui était censé être leur foyer. En novembre 2004, une terrible escalade a débuté. Sa dernière femme Teslim souhaite obtenir le divorce. Pour Osman, c'était hors de question. Il s'est lancé dans une folie meurtrière. Il tue son épouse ainsi que sa sœur avant de vouloir faire disparaître les traces de son crime. Il prend ensuite la route de son ex-femme Wendy, la mère de son fils. L'homme y fait un carnage. Il va tuer Wendy, son petit ami, ainsi que la mère de Wendy. Sur ces 3 personnes, seul le petit ami survit. Par la suite, il prend en otage un automobiliste. Osman s'est arrêté chez une nouvelle personne dans le but de se venger. Le crime de ce dernier individu, avoir pris son épouse pour maîtresse. Ce fait n'a jamais été avéré. Presque fier de ce qu'il a fait, l'homme s'est rendu de lui-même aux autorités. Il avait restauré l'honneur de sa famille. Tueur de masse, mais également auteur de crimes d'honneur, il n'a passé qu'une dizaine d'années en prison avant de redevenir un homme libre. Je tiens à apporter tout mon soutien aux victimes ainsi qu'à leurs proches. Henri, l'un des survivants, a vu son cauchemar devenir réalité. L'homme qui a causé la mort de sa petite amie et a voulu causer la sienne est sorti libre de prison. Après 4 femmes tuées, 2 hommes blessés dans ce parcours terrible, Osman a pu reconstruire sa vie en Turquie. Et je ne parle même pas du fait que sa belle-sœur était enceinte lors de son décès. Ici, justice n'a pas été faite et je voulais absolument vous partager cette histoire. J'attends vos avis concernant cette affaire dans les commentaires. Sur ce, on passe directement à notre histoire bonus. Let's begin! Notre seconde affaire nous ramène au Royaume-Uni. Vers la fin des années 1990, il y a un peu plus de 20 ans. Je vais vous parler de Tülay Gören, une jeune fille d'origine kurde. Tülay est née en 1983, en Turquie. Elle est la fille de Mehmet et Anim Gören, qui ont également 3 autres enfants, dont Nurey. La famille Gören réside encore plusieurs années en Turquie, à Elbistan, une ville rurale. Elle immigre illégalement au Royaume-Uni vers l'année 1995. Mehmet Gören a de la famille qui est déjà là-bas, ses frères Ali et Kuma. Le père de famille a été reconnu coupable d'entretenir des liens avec le Parti des travailleurs du Kurdistan. Il a par le passé connu des peines d'emprisonnement en Arabie Saoudite et en Turquie. La famille réside à Woodford Green dans le nord de Londres. Tülay a alors 12 ans et se retrouve désormais à vivre entre la tradition de son pays d'origine et le quotidien offert par son pays d'accueil. C'est un gros changement, surtout quand l'adolescence débute. Mehmet Gören est un homme dangereux et dominateur envers sa famille. Avant de trouver refuge au Royaume-Uni, l'homme s'était déjà montré violent à l'égard de sa femme et de ses enfants. Il a même tenté de les tuer. Ça commence bien cette affaire. Tenter de tuer sa femme et ses enfants. Ça annonce déjà la couleur. L'homme ne s'acclimate pas du tout au pays d'accueil de la famille, refusant d'apprendre l'anglais. Il ne veut pas renoncer aux traditions de son pays natal non plus, la culture féodale comme il l'aime l'appeler. Les Gören doivent suivre ses règles, un point c'est tout. Tülay est loin de correspondre à l'image qu'elle est censée renvoyer en dehors de la maison. Si l'adolescente se comporte selon les règles et les traditions au sein du foyer des Gören, elle se rebelle. Le monde dans lequel elle évolue désormais l'attire. La jeune fille ne parle pas de sa vie à la maison auprès de ses amis. Elle préfère garder tout pour elle. Il était hors de question de parler de ça à qui que ce soit. À l'école, elle manque de se faire renvoyer après avoir été surprise en train de fumer, et également à cause de nombreuses absences. L'adolescente de 15 ans souhaite gagner en indépendance. Pendant les vacances scolaires de l'année 1998, Tülay se trouve un emploi dans une usine de vêtements, basée à Hackney, à Londres. La jeune fille fait la connaissance d'un homme. Il s'agit d'Halil Ünal, et ils ont la même origine. Même si Halil est de la même origine que l'adolescente, il est sunnite, donc il ne partage pas la même religion de Tülay. Malgré ça, la jeune fille et Halil tombent amoureux et une relation naît entre les deux. Tülay a 15 ans et Halil 30 ans. La différence d'âge ici est énorme. Tülay n'avait pas le recul nécessaire pour comprendre que malgré tout l'amour qu'elle ressentait, ce n'était pas vraiment une bonne chose pour elle. Elle pouvait facilement se faire manipuler, par exemple. Et j'en passe. Bref, le temps passe et la période d'été se termine. Mais ça ne mettra pas un frein sur ce que ressent Halil et Tülay. Ils sont fous amoureux et restent en contact par téléphone régulièrement. Tülay va rentrer à l'école secondaire Woodbridge à Woodford Green. La jeune fille est décrite comme une personne triste qui sourit assez peu. Son visage s'illumine seulement quand on prononce le nom de son amoureux.
La famille Goren va être mise au courant de la relation de Tulei, et cela ne va pas du tout plaire au père de la jeune fille. Tulei doit impérativement mettre fin à cette histoire. Si l'adolescente l'a envisagé, elle refuse d'obéir à cette demande. Cette relation amoureuse comptait pour elle, elle ne voulait pas arrêter. Mais le problème, c'est que Mehmet Goren se rend compte au bout de quelques temps que sa fille n'a pas écouté. Le 10 décembre 1998, le père de l'adolescente se rend à l'usine où Tulei a précédemment travaillé. L'homme sait que Halil Unal y travaille et il souhaite que le message passe plus radicalement. Mehmet s'en prend violemment à Halil et lui ordonne de laisser sa fille tranquille. L'homme fait part de cette agression sans porter plainte auprès de la police. Du côté de Tulei, l'adolescente est contrainte par ses parents à dénoncer Halil à la police comme étant un harceleur. 4 jours plus tard, la jeune fille s'enfuit du domicile familial et se réfugie chez son amoureux. Les parents de Tulei font rapidement état de sa disparition à la police. Ils reviendront un peu plus tard pour porter plainte pour rapport sexuel illicite. Ils jouent sur l'âge de leur fille comparé à celle d'Halil Unal. Par la suite, Mehmet et Anim Goren, la maman, indiquent que le couple devrait se marier prochainement, le 21 décembre. Mehmet Goren souhaite faire le nécessaire pour régler cette situation. Donc apparemment, maintenant, il voulait les marier. Le bureau d'enregistrement refuse cependant l'union de l'adolescente. Elle a 15 ans, ce qui est trop jeune. Mais un nouveau rendez-vous est fixé au 8 mars 1999. L'adolescente aura 16 ans, ce qui permettrait l'acceptation du mariage aux yeux de l'administration. Tulei Goren demeure chez Halil Unal 3 semaines, jusqu'au 6 janvier 1999. Mehmet Goren refuse que l'adolescente reste plus longtemps sous le même toit que l'homme, qui vit en colocation. Ce n'était pas une situation convenable d'après lui. Le père de famille se chargera lui-même de trouver un foyer pour le futur couple. Mais en attendant, Tulei doit revenir vivre avec sa famille. Les amoureux se disent que la situation est temporaire. Ils vont bientôt se marier, c'est l'histoire de quelques semaines. Tulei va accepter de récupérer ses affaires et suit son père. Dès que la jeune fille met un pied chez elle, elle est violemment battue par son père. Ce dernier la ligote et lui fait avaler de force des somnifères. Mehmet souhaite se retrouver seul avec elle et envoie donc sa famille chez son frère. Anim Goren, la mère de Tulei, rentre à la maison après avoir dormi chez son beau-frère. Mehmet lui fait part rapidement que Tulei s'est enfui. Halil Unal commence à s'inquiéter de ne plus avoir de nouvelles de sa petite amie. Le couple est en contact constant et depuis qu'elle est rentrée chez elle, l'adolescente ne montre plus aucun signe de vie. Le 20 janvier 1999, le jeune homme est contacté par le père de Tulei. Mehmet Goren souhaite discuter de la relation qu'Halil et sa fille entretiennent. Si l'homme s'attend à obtenir des nouvelles de Tulei, il ne s'attend pas à l'accueil qui lui est réservé. Mehmet Goren attaque Halil à la hache devant un pub. L'homme parvient à se sortir de la situation, mais il a été violemment blessé. Il se rend à la police le 22 janvier afin de faire part de la disparition de Tulei Goren. Mehmet avait l'intention de faire passer un message ce jour-là. Le jeune homme a dû avoir la peur de sa vie. Il avait déjà eu une mauvaise rencontre avec le père de Tulei, mais là, on était à un niveau au-dessus. Je pense qu'à partir de ce moment-là, il savait que Tulei avait subi des choses horribles. Une enquête est ouverte rapidement, la disparition de Tulei étant jugée inquiétante. La famille de la jeune fille est interrogée, tout le monde se pose des questions. Les enfants indiquent ne rien savoir, un récit corroboré par la mère de famille. Le père Mehmet est mis en état d'arrestation, quelque temps après le signalement de la disparition de Tulei. Alors qu'il est entendu par la police, il assure que Tulei s'est enfui de la maison. Anim Goren, la maman, qui initialement avait témoigné dans le sens de son mari, modifie son témoignage. Elle va totalement changer de discours face à la police en mars 1999. Elle a vu sa fille ligotée à une chaise le 6 janvier 1999. La mère de Tulei avait tellement peur de son mari qu'elle a préféré dire la même chose que lui. Anim a pourtant notifié que des choses manquaient dans la maison depuis la veille. Des couteaux et des sacs poubelles ont disparu et les vêtements que Mehmet avait sur lui comportaient des taches de sang. Le jardin de la maison semblait avoir été retourné. Des affaires de Tulei ont été détruites et l'homme n'a pas mâché ses mots à l'égard de la jeune fille. Désormais elle est partie, je la renie. Elle n'est plus mon enfant. À partir de maintenant nous n'avons plus 4 enfants, on en a 3 seulement. C'est un énorme pas pour cette femme qui souhaitait sans doute protéger sa famille en ne disant rien. Elle a vécu la violence et le contrôle de son mari pendant 30 ans. Donc je pense qu'on ne peut pas la blâmer. Ça a dû être terriblement difficile pour elle de délaisser Tulei de cette manière. Mehmet Goren prend désormais la place de principal suspect. La police ne sait pas malgré l'enquête de quelle manière Tulei a été tuée. Le corps de l'adolescente n'a jamais été retrouvé.
La jeune fille aurait été étranglée ou étouffée à mort dans la nuit du 6 au 7 janvier 1999. Les autorités supposent que l'adolescente a été enterrée dans le jardin familial dans un premier temps, avant d'être transportée ailleurs. Le jardin de la famille Goren a été fouillé, mais sans succès. Mehmet Goren, quant à lui, a été reconnu coupable de blessures graves corporelles en 2001. Cette condamnation concerne l'agression à la hache de Halil. Il est condamné à une peine de 7 ans d'emprisonnement, révisée à 5 ans lors d'un procès en appel. Mehmet sort de prison au bout de 3 années d'incarcération. Le procès de Mehmet s'ensuivra et il doit durer 11 semaines. Ça va être un procès très éprouvant pour la famille. Enim Goren fait face à son mari et lui supplie de dire où se trouve Tuley. Cette demande est également appuyée par Nuley, la sœur aînée de Tuley. La jeune femme n'endort plus la nuit. Et tu m'étonnes, il y a de quoi. Perdre sa sœur de cette manière, c'est effrayant. Comment tu veux dormir après ça? Perso, je la comprends totalement. Elle se réveille souvent en songeant ce qui a pu arriver à sa sœur. Et cela la poursuit le reste de la journée. L'expert en crime d'honneur, Yakim Ertürk, vient témoigner au cours du procès. C'est la première fois que cela se produit dans le cadre d'une affaire de crime d'honneur. Les avocats de Scotland Yard et de la Couronne ont admis leurs lacunes dans la compréhension de cette affaire. Ils ont admis que le rôle d'Enim Goren avait été crucial dans le déroulement de l'enquête et son courage a été salué. Les frères de Mehmet Goren, Ali et Kuma, ont été innocentés. Ils n'ont en aucun cas participé à ce que leur frère a fait à Tuley. Ils n'ont pas non plus collaboré dans l'attaque à la hache sur Halil. Ali Goren, qui est le chef de famille, s'est éloigné de son frère. Il avait tenté de faire une sorte de médiation entre Tuley et Mehmet, sans que cela ne donne quoi que ce soit. La relation entre Halil et Tuley ne convenait pas en raison de la religion de l'homme qui n'était pas en accord avec celle de la famille Goren. Mehmet a tué sa fille puis a tenté de donner la mort à Halil. Le jury a reconnu Mehmet coupable à l'unanimité. Le juge Bin requiert la prison à perpétuité. Mehmet Goren, 49 ans, est condamné à la prison à vie au terme du procès du 17 décembre 2009. L'homme doit effectuer un minimum de 22 ans de sa peine avant d'envisager une remise en liberté. La condamnation intervient presque 11 ans après la disparition de Tuley. Si la condamnation a eu lieu après si longtemps, c'est que les autorités n'avaient pas de preuves matérielles. Le corps de Tuley n'a jamais été retrouvé. Il n'y avait que les témoignages, en particulier celui d'Enim, qui pesait lourd dans la balance. On se retrouve enfin après ces deux affaires. Et honnêtement, j'ai même plus les mots à force de réaliser de telles histoires. Elles sont juste d'une horreur sans nom. Les gens sont prêts à tout pour donner la mort. Tuer leur sœur, leur fille, que ce soit dans un hôpital ou au sein même du domicile familial. Il suffit d'une personne pour motiver d'une telle décision. C'est hyper triste. J'attends comme d'habitude vos avis concernant ces deux affaires en commentaire. J'attends vos messages qu'on puisse discuter tous ensemble de ces deux affaires horribles. Merci à vous d'avoir écouté et regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Maintenant, il est temps pour moi de vous laisser. Oh, mais qui voilà? Mogo Junior. Je pense que on aurait eu besoin de Mogo Junior dans cette affaire. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je pense qu'il est un peu énervé. Calme-toi, Mogo Junior, calme-toi. Parce qu'on n'en a pas fini avec ces affaires. Bref, mes amis, prenez bien soin de vous et vos proches. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Mogota.